Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez faire la connaissance du docteur Zoéline Froissart, médecin à l'équipe territoriale de soins palliatifs au centre hospitalier de Manosque, et d'une partie de l'équipe Covid de la clinique mutualiste Jean-Léon de la Grande Motte où je travaille, le docteur Ambre Roussely, médecin généraliste, Camille Mélin, infirmière, Laura Delmas et Sabrina Tabi, aides-soignantes. Lundi 13 avril. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Zoéline. Nous nous sommes rencontrés pendant le DU de soins palliatifs avant d'enchaîner cette année avec le deuxième niveau, le diplôme interuniversitaire. J'ai commencé par travailler 2 ans en gériatrie. Et du coup, par la force des choses, j'ai basculé petit à petit sur du soin palliatif parce que dans les services de gériatrie, les gens meurent. C'est comme ça que je suis arrivée sur la formation du DU de soins palliatifs. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de faire ce DU de soins palliatifs ? En termes de compétences techniques, je dirais de prescription, de quels médicaments on utilise, pas grand-chose. Parce que finalement, d'avoir déjà une pratique dans le champ de la gériatrie et dans le champ des soins palliatifs, en fait, c'est déjà des médicaments qu'on se met à utiliser et où les collègues déjà formés t'expliquent. Donc, c'est pas mal d'en reparler. Mais ce que ça a surtout apporté, c'est en premier de rencontrer des gens avec qui on peut partager des expériences, des situations un peu complexes la plupart du temps. Et avoir tout l'aspect, on se pose pour réfléchir surtout. Moi, je pense que j'ai apprécié avoir des espaces pour réfléchir sur des situations, des gens qu'on a accompagnés ou que d'autres ont accompagnés, et de comment nous, on se positionnerait dans ces cas-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très riche et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire la deuxième année du coup. Aujourd'hui, où est-ce que tu travailles ? Alors nous, on est un peu particulier à Manosque. Dans le sens où notre équipe de soins palliatifs, comme on est un petit département peu peuplé, elle fait à la fois tout ce qui va être intra-hospitalier et aussi tout ce qui va être extra-hospitalier, donc c'est-à-dire se déplacer sur des structures, les SSR, les centres de convalescence, les maisons de retraite, et aussi tous les domiciles. Donc on a vraiment cette double casquette d'équipe soins pal intra-hospitalière et de réseau soins pal pour l'extra-hospitalier. Depuis 1 mois, je suis à temps plein, c'est prenant, faire du soin palliatif du coup H24, ça fait parfois beaucoup. C'est vrai que la crise, elle a modifié pas mal notre pratique parce qu'on a perdu des effectifs. On a notamment plus qu'un temps plein infirmier qui est en télétravail depuis chez elle pour faire de la coordo parce qu'elle est à risque, et nos 2 autres infirmiers sont réquisitionnés dans d'autres services. Donc on n'a plus d'infirmiers physiquement, on a un temps plein infirmier en télétravail. Donc ça, c'est particulier. Et donc on se retrouve à faire un peu toutes les fonctions tout le temps, à être très polyvalent. Et donc il reste une assistante sociale, une secrétaire et 2 psychologues avec moi. Et sachant que les 2 psychologues ont été réquisitionnés à temps plein sur l'ensemble de l'hôpital. Donc elles font les soins palliatifs, mais aussi tous les patients hospitalisés, parce qu'en fait les visites sont interdites, les gens continuent de mourir, les agents sont en souffrance, donc elles ont aussi la mission de faire du soutien aux agents. Et donc voilà, on a dû pas mal se réorganiser. La nouveauté avec l'épidémie, c'est qu'on a en charge tous les gens qu'on est sollicité moi en tant que médecin de l'équipe de soins palliatifs pour participer aux discussions sur les LATA des gens qui n'iront pas en réanimation. On réfléchit à 2 fois avant de les intuber et globalement, on a aussi pas mal de gens âgés avec beaucoup de comorbidités importantes, et c'est vrai que ces gens-là, on fait des réunions pour poser les LATA sur jusqu'où on va. Est-ce qu'on fait une admission à l'hôpital ? Est-ce qu'on fait une admission aux soins intensifs ? Si on va aux soins intensifs, jusqu'où on va ? Est-ce qu'on va être intubé ? Est-ce qu'on va avoir de l'oxygène haut débit avec ce qui s'appelle l'Optiflow ? Ce que j'entends Après, ça reste terrible d'accompagner des gens qui meurent et qui sont seuls et qui pourront plus voir leurs proches. Et moi, je travaille aussi dans un hôpital où on a eu la chance de pouvoir autoriser assez tôt pour les gens qui vont mourir du Covid une ou des visites exceptionnelles des proches. Donc globalement, tous ceux qu'on a accompagnés qui sont morts du Covid, ils ont vu leurs proches à l'hôpital. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que vous avez quand même la possibilité justement d'organiser cet accompagnement-là
et que vous n'êtes pas... ça va pas tellement vite que finalement les gens rentrent, décèdent et les proches n'ont même pas le temps de venir, quoi. Globalement, on a la chance d'avoir encore des lits disponibles dans notre unité de confinement. On a la chance de les... Je ne sais pas si on les reçoit tôt à l'hôpital. En tout cas, moi, j'ai l'impression de voir une dégradation qu'on peut presque prévoir sur quelques jours. Et ça nous laisse clairement le temps de se réunir entre équipes pour décider jusqu'où on va pour tel ou tel patient, d'accompagner la famille, de les rencontrer au préalable, d'avoir des entretiens avec la psychologue, avec le médecin du service, avec moi, le médecin des soins palliatifs, d'autoriser une visite ou des visites parfois. Est-ce que tu as eu l'impression qu'au sein de ton hôpital, l'expertise de soins palliatifs a pris une nouvelle ampleur, ou en tout cas que tu as eu des demandes spécifiques de collègues par rapport aux prises en charge, à la manière de prendre en soins palliatifs? Ça a été amené en cellule de crise à travers le fait que qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont pas aller en réanimation et qui ont le Covid et qui vont mourir. Et là, en fait, l'administration se dit « Ah merde, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ?» Ah ben oui, mais en fait, il y a des soins palliatifs qui existent. Donc globalement, il y a une prise de conscience, je trouve, de la part des administratifs par ce biais-là, mais qui est aussi sûrement liée au fait sociétal. On se rend compte qu'il y a des gens qui vont mourir, qu'il y a des gens dans des EHPAD, qu'on va pas pouvoir laisser les gens s'étouffer dans des EHPAD ou à domicile sans leur proposer un accompagnement. Et ça, c'est sûr que la prise de conscience à un niveau plus national ou plus politique nous a aidé aussi à ce qu'on fasse appel à nous, hein, ça c'est clair. Donc nous, on a essayé de fournir plutôt un outil d'aide à la réflexion pour savoir un peu, en fait, qu'est-ce qu'on fait des gens en EHPAD, est-ce qu'on les envoie tous à l'hôpital, est-ce qu'on n'en envoie aucun, est-ce qu'il y a un juste milieu entre les deux, est-ce qu'il faut pas essayer de l'anticiper. Donc on a proposé un outil, alors pas nous tout seuls, hein, on s'est basé largement sur les recommandations émises et par l'ASFAP, donc la Société Française des Soins PAL, et les ARS, et nous, la RS PACA, elle a produit un document à destination des EHPAD qui est, je trouve, assez intéressant, avec une grille d'aide à la décision pour un transfert hospitalier ou non, sur un certain nombre de critères, notamment des critères de fragilité gériatrique, dont on s'est évidemment servi. Et après, je pense que ce qui est très aidant, c'est de se mettre en lien avec les collègues. En fait, on parle beaucoup avec les médecins généralistes, les médecins co des EHPAD du coin avec qui on bosse, comment on essaye de s'organiser, c'est quoi leurs contraintes à eux. Enfin, eux, ils ont aussi un certain nombre de contraintes, ils doivent mettre en place des sas de confinement. Enfin, en fait, c'est pas possible géographiquement dans toutes les EHPAD, donc il y a des EHPAD où il faut s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'on fait des médicaments? On fait des stocks, pas des stocks? On utilise quelle molécule? Est-ce qu'on fait des stocks de midazolam dans toutes les EHPAD de France, sachant que c'est un médicament en tension largement utilisé en réanimation, notamment sur les intubés ventilés. C'est ça qui a été assez étonnant et qui a été révélateur aussi, c'est que tout à coup, il y a toute une partie de la population qui s'est aperçue que on accompagnait la fin de vie avec des sédatifs, ou alors avec d'autres molécules, avec des benzos par exemple, et qui ont clairement accusé les médecins de pratiquer de l'euthanasie. Donc ça montre bien la méconnaissance de l'accompagnement des soins palliatifs et de ce qui est mis en œuvre dans ces moments-là. Oui, c'est vrai. Et puis les protocoles de l'ASFAP qui ont été émis, l'ASFAP a quand même, là en période de crise, émis des protocoles pour aider les médecins notamment et les infirmières de structures qui n'ont pas l'habitude de ça, de voir un petit peu quel type de molécules on utilise avec quelle posologie. Et donc c'est vrai qu'ils ont été taxés d'euthanasistes et de cocktails lithiques et de ce genre de choses. Moi, de ma petite expérience, parce que je peux pas non plus dire que j'ai 20 ans d'expérience, néanmoins, je crois que quand on s'étouffe, il n'y a rien de plus affreux et que c'est bien si on est endormi rapidement. Je dis pas mort rapidement, mais endormi rapidement. Et de mon expérience antérieure, avant cette épidémie de Covid, globalement, chez beaucoup de gens, on arrive facilement sur des sédations aux posologies qui sont proposées dans les protocoles de l'ASFAP. Mais je crois qu'au final, il y aura aussi des expériences intéressantes. Je pense que vraiment, il y a une prise de conscience sur la place des soins palliatifs à travers cette crise.
Moi, je vois bien comment les collègues, les équipes découvrent réellement ce champ-là. Et en tout cas, cette unité de confinement de 30 lits, elle a été pensée sur des lits de chirurgie. Donc, c'est des équipes de chirurgie aussi qui se retrouvent avec ces patients-là et ces gens qui s'en sortent pas toujours. Et je pense que pour elles et eux, c'est pas toujours simple de se retrouver à faire des accompagnements de fin de vie dans des conditions de confinement où il faut limiter les entrées et sorties des chambres. Ils et elles font preuve de créativité pour ces accompagnements qui sont très intéressants. On a des familles qui viennent aux fenêtres, au rez-de-chaussée, voir les gens avec des transmissions de photos, de dessins, voilà, des choses très créatives. Bon, merci encore, Zoline. Je t'en prie. Bye bye. Bisous. Prends soin de toi. Mardi 14 avril. Les EHPAD déplorent, eux, 5600 décès, dont près de 1500 dans les établissements du Grand Est. Les résidents y sont confinés dans leurs chambres, isolés de leurs proches. Les visites sont interdites. L'isolement des résidents en EHPAD intéresse les médias. Tout le monde fait comme s'il découvrait que les personnes âgées souffrent de solitude. Les soignants de ces établissements ont fait preuve d'une inventivité saluée de toutes parts pour les garder en sécurité et leur rendre le confinement plus acceptable. Qui était là pour les applaudir toutes ces années, quand elles, ils, luttaient quotidiennement pour avoir suffisamment de gants et de protection pour préserver la dignité de nos aînés? Avant l'épidémie, ils, elles, luttaient avec tout autant d'engagement et de ténacité contre l'absence de personnel, l'augmentation de la charge de travail, le manque de moyens. Qui était là pour répondre à leur épuisement quand on leur demandait de faire toujours plus vite, en les culpabilisant sur leur organisation? Qui sera là pour garantir une fin de vie digne aux personnes âgées et un traitement juste de leurs professionnels de santé? C'est une impression étrange de venir à la clinique avec mon matériel de tournage. Cela fait des années que je tourne des images dans les hôpitaux de la région, à Montpellier, Thuir, Béziers, ou sur les salons infirmiers. Mais venir sur mon lieu d'exercice dans une nouvelle posture est inédit. L'autorisation de filmer m'a été donnée par le directeur de la clinique et la médecin-chef. L'équipe de nuit transmet ces informations à l'équipe de jour, comme c'est le cas au même instant dans tous les services de soins de France, qu'ils soient protégés ou non. Nous sommes au 2e étage de ce SSR, dans une chambre double transformée en infirmerie depuis le déclenchement du plan blanc. Tous les patients de cet étage ont été descendus petit à petit dans les autres secteurs. Avant l'arrivée la semaine dernière des premiers patients, un vestiaire a été aménagé, un sas délimité, d'autres chambres ont été transformées en salles de décontamination ou en chambres froides. Camille prépare le matériel pour ses bilans sanguins avant de revêtir la tenue de protection. Les surblouses ont été rallongées par des bénévoles. Les visières en plastique ont été fournies gratuitement par un maker. Sabrina m'aide à m'habiller pour entrer dans le couloir protégé. Les visières, elles ont été faites dans mon village par un maker Ah ouais qui les a offertes, ouais. Merci. Passe de l'autre côté du coup. Super, merci. Le transfert des tubes répond à un protocole précis. Camille les tend à Sabrina qui est restée dans le sas. Les sacs sont doublés et nettoyés pour que les techniciens du laboratoire qui viendront les chercher puissent travailler à leur tour en toute sécurité. C'est la même chose pour le circuit du linge ou des repas, Vous apportez le petit déjeuner, hein? dont les déplacements ont été évalués. Allez, à de suite, hein? Oui, tu peux en mettre. Sabrina s'habille à son tour pour entrer dans le secteur protégé. Cette ancienne chambre a été transformée comme les autres. Hormis le linge qui suit un circuit particulier, tout le matériel reste ici.
Laura, la deuxième aide-soignante du secteur, rejoint Sabrina pour commencer les toilettes. Le docteur Roussely arrive pour les transmissions. Alors, je l'ai appelé à 11 h le SAMU. Oui. Voilà, merci. Ok. Quel type de patients sont arrivés ici? Ce sont des patients qui n'ont pas été en réanimation, qui étaient dans un service de médecine, qui ont passé au moins 5 à 7 jours dans un service de médecine, donc ils ont passé le gros de l'infection déjà, et ils arrivent principalement avec très peu de symptômes respiratoires, plus de fièvre, pour la rééducation. C'est des personnes âgées, polypathologiques, donc du coup avec une surveillance accrue au niveau de la respiration, au niveau de la prise du traitement, on doit les stimuler pour les gestes de la vie quotidienne. Ils sont vraiment très fatigués quand même, hein. Il y a une semaine, c'était compliqué. L'approche aux soins, c'était difficile, même pour un bilan sanguin, même pour juste une douche. Ils refusaient la douche. Plusieurs fois par jour, on devait les voir en disant « on va vous amener à la douche ». C'était compliqué. Actuellement, après, il y a une relation qui s'est créée. Et c'est vrai que voilà, on arrive plus facilement à les laver, à discuter, à entrer en communication avec eux. Alors qu'au début, ils étaient quand même assez fermés. Quelles sont les problématiques familiales qu'on rencontre? Parce que je suppose que si les patients sont infectés, leur famille aussi. Oui, la plupart du temps, justement, les conjoints sont souvent infectés, voire les enfants qui vivent avec. De là à savoir qui a induit l'infection de la famille, c'est pas forcément possible. Les problématiques familiales qu'on rencontre, c'est surtout l'anxiété et le stress des familles parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs parents. Donc ils sont vraiment dans une inconnue, ils n'arrivent pas à savoir l'état de santé dans lequel se trouve leur famille, ce qui peut provoquer beaucoup de stress et d'incompréhension. Ça peut provoquer aussi des soucis, par exemple pour le retour à domicile. Ce sont des familles qui ont été complètement affectées, donc qui sont très fatiguées, tout le monde va avoir un peu besoin d'aide. Et donc les parents les plus faibles vont solliciter plus d'aide de leurs proches qui sont aussi faibles. Donc ça va provoquer des problèmes d'approvisionnement pour les courses, d'aide entre les personnes du fait de la fatigue généralisée de la famille. Donc l'isolement, c'est presque la première difficulté que vous rencontrez ou que les patients peuvent rencontrer. Les patients l'expriment clairement, une difficulté d'un isolement qui n'est pas rendu facile par le fait qu'ils sont quand même aussi dans une unité fermée avec nous qui avons des protections, donc on a quand même une barrière avec ces personnes-là déjà, donc au niveau des rapports humains, ça pose des problèmes. Puis, il y a aussi l'isolement par rapport à leur famille, malgré le fait qu'ils les appellent souvent. Certaines personnes qui ont des troubles neurocognitifs vont avoir des difficultés à comprendre qui leur parle au téléphone et à se rendre compte des rapports qui essaient d'être établis entre les personnes. Et on a un outil qui est la tablette, qui est aussi un bon outil pour nous qui sommes dans l'ère, on va dire, informatique. Mais les personnes de plus de 80 ans vont avoir des difficultés à comprendre ce qui leur arrive et à arriver à interagir avec leurs proches par vidéo. Comment ça s'est passé finalement la transition de ce secteur qui au départ était un secteur de SSR normal sur la transformation d'un secteur Covid? Ben, ça a été où on a été avec, par exemple, Camille, notre responsable de soins, nous a fait quand même participer à la construction du secteur. Donc c'est vrai que du coup ça a été un peu plus facile pour nous. Une fois que les patients étaient en chambre, comme moi je suis arrivée, ben, c'était plus facile parce que je connaissais un petit peu le secteur où se trouvait le matériel. Donc c'est vrai que ça aide. Ça aide. Le fait d'avoir participé à l'élaboration, ça aide. Dans cet isolement, comment est-ce qu'on gère la fin de vie? C'est assez compliqué parce que justement le fait que les familles ne soient pas forcément au courant de l'état de santé, ça va être difficile de comprendre qu'il puisse y avoir un affaiblissement au fur et à mesure de leurs parents. Et donc arriver au terme de fin de vie ou de palliatif, ça peut être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, parce qu'ils n'ont pas réussi à évaluer l'évolution de leurs parents.
On en discute avec le médecin, avec Camille. Déjà, il y aura un changement au niveau des horaires des aides-soignantes, parce que là, ils n'ont pas les mêmes horaires, donc on mettra 2 aides-soignantes sûrement 12 heures. Donc je pense qu'il y aura une modification au niveau de leurs horaires. Après, voilà, je pense qu'il faut prendre tout le matériel dont on a besoin pour une fin de vie, tout mettre en chambre. Et ça va être de l'anticipation, hein. C'est au cas où d'une décompensation qui est tout le matériel en chambre, tout le nécessaire. Pour la gérer, c'est aussi un problème organisationnel parce que ça demande beaucoup d'attention et de soins des personnels. On a un soutien en tout cas de l'unité de soins palliatifs qui peut nous apporter un secours si vraiment on est dans une fin de vie qui peut être compliquée. Et après, on a une écoute de la hiérarchie. On a revu les protocoles de soins palliatifs. Déjà dans la clinique, on a revu les drogues nécessaires. Donc il y a eu une réorganisation du schéma de soins palliatifs déjà au sein de la clinique. Et en plus de ça, on collabore. Dès qu'on a des questions, on peut avoir accès à des réponses assez facilement. Donc pour le moment, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu d'incohérence dans les soins dû à des problèmes de communication entre les équipes. Comment est-ce qu'on gère ça finalement? Parce qu'on peut s'attendre à gérer des fins de vie au sein de l'unité, mais il faut gérer des fins de vie aussi à l'extérieur. C'est ça, c'est compliqué. Après, on est très solidaire aussi avec le médecin. Et le médecin nous fait part des discussions qu'elle a avec la famille. Ça nous permet aussi d'anticiper et on se concerte avec les aides-soignantes, moi-même. Voilà. La dame n'est pas au courant que son mari est décédé, on va lui dire, je pense, aujourd'hui. Mais c'est l'accord avec le médecin et la famille, quoi. On a peur aussi du syndrome de glissement. On n'a pas assez de recul sur cette patiente-là parce qu'elle est arrivée jeudi. Donc c'est vrai qu'on y va progressivement. Donc, après, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile. Comment tu le vis, toi, le fait d'être affecté à ce secteur? C'est quelque chose de volontaire? Ça ne me posait vraiment aucun problème. Dans la mesure où après je me confinais chez moi et que je ne mettais pas en danger ma famille, c'était ce qui comptait en fait. Ton entourage, comment est-ce qu'ils ont pris le fait que tu travailles sur ce secteur? Au début, je ne leur ai pas dit. Je lui ai dit au bout d'un moment que j'étais dans un secteur fermé. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'était. Donc je lui ai dit que j'étais avec les gens Covid, mais que nous, ce n'était pas des gens qui étaient en réa ou quoi. Que c'était des gens qui le supportaient quand même bien. Ou des gens qui étaient en fin de parcours ou alors en début, mais que la maladie n'évoluait pas. Et du coup, elle est un peu plus rassurée. De toute façon, je suis toute seule chez moi, donc je ne risque pas d'infecter quelqu'un. Je n'ai pas dit tout de suite aussi. Du coup, je l'ai dit à mes sœurs, mais mon papa n'est pas au courant. Et je n'ai pas l'intention de lui dire. Parce qu'il est très stressé et du coup, le fait qu'ils habitent sur Saint-Étienne, je n'ai pas envie de l'inquiéter. Comment ça se passe pour toi au quotidien pour les soins de nursing et pour tous les autres soins que les aides-soignants font? En fait, au final, c'est la même chose. Le seul truc, c'est qu'on est habillé, quoi. C'est ce qui prend le plus de temps en fait, de s'habiller parce qu'après, les soins, c'est les mêmes. Là, pour l'instant, on a 5 patients, donc on prend un peu plus de temps. On est moins stressé, donc on prend plus de temps avec les patients. Est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer à l'accueil de ces patients particuliers? Oui. Ah oui, parce que moi j'ai commencé jeudi, mais mercredi je suis venue en formation pour voir le service, comment ça devait se dérouler et tout. Donc toutes les questions que j'avais à poser, je les ai eues mercredi, quoi. Au moins jeudi je suis arrivée et je savais... Est-ce que tu t'es sentie rassurée en tout cas Oui, rassurée parce qu'arriver dans un service... qu'on ne connaît pas, parce qu'à la base, on ne gère pas cette situation, donc du coup, c'est compliqué. Tout est mis en place pour nous, quoi, donc non, ça ne me dérange pas. C'est un truc qu'on ne revivra peut-être jamais de notre vie, quoi, franchement. Chacun à notre niveau, nous faisons modestement notre part. Dans les témoignages que je recueille à la clinique, je n'entends personne envier la place des collègues qui sont sur des secteurs encore plus exposés, et je partage leur humilité. Après 15 ans à Paris en tant qu'équipier secouriste à la Croix-Rouge française, j'ai eu mon lot d'urgences et de situations intenses, mais je n'étais pas là pour le Bataclan.
Et je pense souvent à l'équipage de ma délégation qui s'est trouvé premiers arrivants sur l'intervention et dont les membres continuent de souffrir aujourd'hui de l'horreur qu'ils ont vécue. Ce que nous faisons à notre échelle n'a pas moins de valeur. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'humanité que l'on apporte aux personnes en souffrance. The front line is everywhere. Mercredi 15 et jeudi 16 avril. De mon côté, les 5 patients en lit identifié de soins palliatifs sont stables pour l'instant, même si nous savons que leur état peut se dégrader. Dans sa précédente allocution, le président de la République avait évoqué l'autorisation particulière de visite qui était accordée aux familles des patients en fin de vie, en respectant des mesures strictes de protection. Dans les jours qui vont suivre, je ne vais pas tarder à me rendre compte de la valeur de cette permission. Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril. Je passe les 2 premiers jours à monter les images de l'épisode 15. L'hyperactivité est probablement ma façon de gérer les choses. J'ai des retours positifs sur la série, et je vous remercie pour vos messages et vos encouragements, même si je mesure ma chance par rapport à tous mes collègues qui font face à l'épuisement et au découragement. Courage à tous. Souvenons-nous de ce moment où nos anciens nous manquent pour construire le monde d'après, où nous ne laisserons plus les ministres lever les yeux au ciel quand des moyens seront demandés, ou nous rétorquer que nous creusons de la dette. Pour elles, pour eux, nous devons faire mieux.